Et on continue de parler du marché action, du marché des actions globales dans leur ensemble avec Romain Baucher qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, le directeur des investissements actions globales de Fidelity International. Bonjour et bienvenue Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que l'indice MSCI, qui est le thermomètre des actions mondiales, est au plus haut historique au moment où on se parle. Romain, que peut-on dire de cette situation? Est-ce que c'est d'ailleurs un thermomètre qui recoupe différentes réalités géographiques, sectorielles? On pressent quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait égal du point de vue des performances actions mondiales aujourd'hui. Oui, bonjour Grégoire. Effectivement, un thermomètre qui donne une température d'ensemble peut être un petit peu trompeur, mais pour nous, ce n'est pas tant une mesure qui est une mauvaise moyenne entre géographie et secteur qu'une mesure qui est une mauvaise moyenne entre des comportements très différenciés au sein même de chaque géographie et au sein même de chaque secteur. C'est ce que nous résumons parce que nous appelons, nous, la reprise en K, c'est-à-dire au sein d'un même secteur, des acteurs qui tirent très bien leur épingle du jeu et qui gagnent tellement de parts de marché parce qu'ils ont de dispositifs adaptés au monde de demain qui font plus que compenser l'effet récessif du deuxième et troisième trimestre, et des acteurs qui, en revanche, connaissent une disparition accélérée. Donc c'est vraiment cette notion de grand renouvellement au sein de la cote, beaucoup plus qu'une approche uniquement géographique ou sectorielle. Est-ce que ça veut dire, Romain, qu'il n'y a pas de match pour vous entre la partie croissance, growth, et la partie value? Ou est-ce qu'il faut peut-être avoir une grille d'analyse un peu plus fine pour coller justement à la manière dont le marché fonctionne aujourd'hui? C'est effectivement pour nous trop réducteur de parler des fameuses thématiques croissance contre décote, donc grosse contre value. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la reprise à l'œuvre à laquelle nous croyons, nous pensons que le marché a raison d'être optimiste car il y a bien une reprise de l'activité et des résultats, c'est ce qu'on va qualifier de reprise beaucoup plus cyclique. Et donc, au sein de ce qu'on appelle le compartiment décoté, value, vous n'avez pas que des valeurs cycliques. Les valeurs cycliques se comportent bien et pour de bonnes raisons. Mais vous avez aussi des valeurs, notamment les bancaires, ou des valeurs décotées qui, pour nous, malheureusement, risquent de le demeurer encore longtemps. Donc, on va plutôt se positionner sur cette notion de redressement du cycle économique et donc de ce qui est cyclique, plutôt que d'aller chercher ce qui est décoté pour le plaisir d'acheter des choses décotées, avec malheureusement, dans ce monde d'e-value décoté, beaucoup de choses qui vont le demeurer longtemps décotées parce que ce sont des acteurs aujourd'hui qui, à l'image de ce que connaît le Japon depuis maintenant 3 décennies, vont remplir malheureusement aussi une cohorte de valeurs dites un peu zombies qui vont avoir un mal fou à survivre dans un monde dont le changement a connu une accélération fulgurante. Est-ce que ça veut dire, Romain, que les marchés actions peuvent continuer d'avancer de pair avec une remontée des taux longs? C'est un phénomène qu'on observe en tout cas aux États-Unis. On est à 1,20 aujourd'hui sur le 10 ans américain. Est-ce que ce mouvement de reflation qu'on peut observer sur les taux américains et qui contamine un peu l'Europe très légèrement, est-ce qu'il peut bénéficier à la partie cyclique du marché? Ou est-ce qu'à un moment, quand même, le niveau des taux longs américains peut rendre le marché global dans son ensemble vulnérable? Alors, s'il y avait une vraie hausse des taux, j'entends par là une hausse forte et durable, ce serait une menace considérable pour les marchés, car les marchés sont aujourd'hui dans une configuration, ils bénéficient de valorisation généreuse parce que les taux sont perçus comme étant bas et durablement bas. Pourquoi la hausse actuelle mérite d'être relativisée? Je ne prends qu'un indicateur par exemple. Vous savez que nous avons découvert depuis maintenant quelques trimestres, quelques années devrais-je dire, qu'une partie des obligations porte ce que l'on appelle un taux en fait négatif. C'est-à-dire ne paient non seulement plus de coupons, mais en réalité sont valorisés avec un taux négatif. Cette masse d'obligations considérable qui aujourd'hui ne paie plus aucun coupon, voire en fait a une valeur associée à un coupon négatif, fluctue toujours dans les zones qui sont de l'ordre de 14 000 milliards. On était allé à 15 000 milliards ou 16 000 milliards. Donc rien que pour vous donner cet indicateur-là, en réalité, on reste encore avec des masses énormes d'obligations qui n'ont même pas atteint le taux zéro. Donc quand on parle de hausse des taux, aujourd'hui, ça nous paraît prématuré de parler de hausse de taux forte et durable de nature à être une menace, mais plutôt, nous parlons plutôt d'une hausse conjoncturelle et contenue, avec pour nous des taux qui vont rester bas assez longtemps, parce que c'est bien la seule solution qui a été trouvée aujourd'hui au caractère soutenable de ces dettes astronomiques, c'est de les associer à une politique de taux durablement zéro. Bon,
Si le risque n'est pas dans une hausse brutale et durable des taux d'intérêt, Romain, est-ce que le risque est ailleurs dans le marché? Comment est-ce que vous avez regardé la frénésie des investisseurs particuliers avec le phénomène GameStop, Wall Street Bets? Comment est-ce que vous regardez peut-être le phénomène de valorisation extrême pour certaines sociétés qui ne sont pas profitables? On a eu Tesla comme emblème, même si Tesla est aujourd'hui profitable, mais derrière, ce sont beaucoup d'autres valeurs qui profitent d'un engouement important. Les valeurs vertes également. On peut citer peut-être également le phénomène des SPAC, les Blank Check Company qui se cotent avec la promesse d'acquisition et qui drainent aujourd'hui beaucoup de liquidités, beaucoup de flux sur le marché européen. J'arrête parce que la liste est un peu longue, mais est-ce qu'il y a du risque systémique derrière ces phénomènes d'exubérance peut-être qu'on peut reconnaître, Romain? Alors effectivement, il ne faut pas nier que nous sommes en train de pénétrer dans des territoires que nous n'avons jamais connus. Et il faut bien comprendre la logique derrière tout ça. Car derrière cette exubérance boursière, il y a une forme de rationalité. Il faut bien voir que ce que nous avons vécu en 2020 est sans précédent. Je ne parle pas d'une épidémie, je parle du fait d'avoir une épidémie qui a déclenché une récession. Donc jusque-là, des choses que l'on pourrait essayer d'appréhender en disant une récession économique, je sais ce que cela produit. Et c'est là où tout le monde a pu faire des erreurs, car pour la première fois de l'histoire économique, nous avons eu une récession assortie non pas d'une baisse, mais d'une hausse des revenus des ménages, non pas d'une baisse de l'épargne, on n'a pas puisé dans son bas de laine, on l'a abondé, et non pas d'une contraction des déséquilibres commerciaux, mais au contraire d'une expansion des déséquilibres commerciaux, pour une bonne et simple raison que pour la première fois de l'histoire économique moderne, nous testons cette expérimentation, il faut l'appeler comme telle, de ce qu'on va résumer à l'hélicoptère-monnaie, qui a été consisté à faire plus chez certains, et même chez la majorité, par exemple, des ménages américains, que compenser la perte de revenus liée à la récession. Donc vous vous êtes retrouvés avec des individus dans une situation très atypique, désœuvrés, car malheureusement, ils étaient au chômage souvent de force, voyant leurs revenus remplacés, et même, il faut l'avoir à l'esprit, pour plus de 50% des ménages américains, en fait, ces fameux chèques reçus directement du président américain, qui représentaient souvent jusqu'à 2 400 $ par mois, en fait, dépassaient le revenu médian. Donc, pour plus de la moitié d'entre eux, le revenu perçu en étant inactif a été supérieur au revenu d'activité. Et donc, on s'est retrouvé avec une liquidité totalement abondante entre des mains multiples, ce sont des millions de petits porteurs qui, du coup, se sont mis à aller investir, et malheureusement pour certains peut-être à plus spéculer qu'investir en bourse, et qui créent ces phénomènes inédits de cohortes d'investisseurs qui peuvent se coordonner par les réseaux sociaux pour créer des bulles, créer des attaques, avec même presque un objet social, parce que là, on a doublement défié le fonctionnement du marché, pas seulement en faisant du marché, ce qui est regrettable, momentanément une forme de casino, alors que le marché n'est pas. Je rappelle toujours qu'au casino, plus vous y restez, plus vous sortez ruiné, c'est la loi mathématique. Au marché, plus vous y restez, plus vous gagnez. Mais là, on avait transformé momentanément le marché en un casino, et en plus, dans un monde où il y avait un objet presque social de ces petits porteurs qui avaient décidé de s'attaquer finalement quelque part à ce qui incarne la finance de certains d'un petit groupe vu comme étant spéculatif, les hedge funds. C'est donc clairement un peu une fable des temps modernes de David contre Goliath. Donc tout ça va perdurer parce que cette liquidité, elle demeure, cette liquidité abondante, excessivement abondante, car nous n'avons pas pour l'instant trouvé de moins mauvaises solutions pour essayer d'atténuer les effets de cette crise. Au-delà des phénomènes spéculatifs liés en grande partie à l'appétit des investisseurs particuliers, est-ce que pour des investisseurs plus traditionnels, il y a un risque de valorisation? Je pense notamment au thème de l'investissement responsable, qui est aujourd'hui un prérequis pour beaucoup de gestionnaires d'actifs dans le monde, et je suis sûr chez Fidelity. Romain, ce thème ESG, est-ce qu'il se heurte aujourd'hui à un problème de valorisation, et si oui, comment est-ce que vous y répondez? Effectivement, il commence à connaître des problèmes dans certaines sous-composantes de valorisation généreuse, pour ne pas dire de survalorisation. Donc ce qu'on va appeler un peu la purité du thème, c'est-à-dire l'acteur qui est vu comme l'incarnation parfaite de la tendance, pour ne pas dire un peu de ce qui est très recherché, de ce qui est couru du moment, alors que c'est une tendance de fond, ce n'est pas une mode, va malheureusement se retrouver dans un effet de goulot d'étranglement avec trop de demandes pour des capitalisations insuffisantes. Donc on a des poches de survalorisation. Et la bonne nouvelle, c'est quand je parlais de renouvellement, vous avez des acteurs historiques qui ont aujourd'hui engagé un renouvellement de leur activité. Et c'est là où, pour nous, aujourd'hui, il y a moyen de continuer à rester focalisé sur ce développement soutenable, parce que ce qu'on appelle l'ESG, pour nous, on n'aime pas la logique d'extra-financier, comme si c'était déconnecté de la réalité financière. Le développement durable, c'est l'ESG. L'ESG, c'est du développement durable, c'est un développement soutenable parce que profitable, parce qu'associé à des fondamentaux solides, donc qui résistent au choc, typiquement,
comme ceux que l'on a connus au deuxième ou troisième trimestre. Donc ce biais qualité, ce biais croissance, il reste d'actualité, mais pour ne pas aller le payer trop cher, je prends l'exemple par exemple de l'énergie. Dans le monde énergétique, vous aviez des acteurs pétroliers, il est vrai notamment américains ou émergents, qui disaient « moi je suis un acteur pétrolier, je le reste à 100%, je ne veux pas mettre un copec dans les énergies renouvelables ». Et ces acteurs-là sont en détresse pour certains d'entre eux aujourd'hui, ont des valorisations mais extrêmement faibles parce qu'il y a une défiance légitime. En revanche, vous avez des acteurs pétroliers, notamment des grands groupes européens, qui ont connu aujourd'hui une telle réallocation de leurs capitaux, c'est-à-dire que ça fait des années maintenant qu'ils réallouent des milliards aux énergies renouvelables, que vous devez vous poser la question, plutôt que d'acheter à 60 fois les profits cette valeur icône de l'ESG qui va être un groupe, je sais pas, de fermes éoliennes ou de panneaux solaires, est-ce que je ne dois pas commencer à me réintéresser à des groupes dits pétroliers, mais qui en réalité aujourd'hui ont déjà une part très significative de leur activité qui vient d'activités renouvelables. Et c'est là où, pour nous, il y a moyen encore aujourd'hui de réconcilier les deux. Très intéressant, une grille de lecture plus inclusive. À ce titre, je signale que Total publiera ses résultats demain matin. Total qui signe chaque semaine une acquisition ou dans l'éolien ou dans le solaire. Je crois qu'ils ont racheté encore une paire de gigawatts aux États-Unis dernièrement dans une opération là aussi dédiée aux énergies renouvelables. Merci beaucoup Romain. Romain Baucher qui est avec nous à distance en visioconférence depuis Londres, le directeur de l'investissement mondial des actions de Fidelity International, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 18h30 sur Bismart.